Bien, bonsoir. Merci d'être venu en nombre pour cette table ronde que nous consacrons à Michel et à travers lui à développer et à essayer d'approfondir quelques problématiques, pas uniquement celle de l'impermanence de l'art brut, même si elle est à mon avis intéressante et si c'est la personnalité et le parcours particulier de Michel qui m'a conduit à vouloir éclairer cette notion. En résumé, puisque vous êtes très détendu avec ces chants d'oiseaux, ces chants de rossignols, je vais vous dire en substance comment va se dérouler ce moment qu'on va passer ensemble. On va d'abord discuter avec les différents intervenants que je vais vous présenter rapidement des questions que je viens d'évoquer. Ensuite, on va consacrer 13 minutes, je crois, puisque c'est la durée exacte, à regarder un film que Théo Hernandez a réalisé sur Michel Nedjar, c'était en 78, c'est ça ? Par là. Par là. Oui. Et puis, pour ceux qui le souhaitent et qui ont envie d'acquérir le catalogue, ils pourront s'adresser à Michel et à Stéphane, qui est l'auteur, Stéphane Coréard, qui est l'auteur du texte du catalogue, pour solliciter des dédicaces de leur part. Voilà. Donc, Michel Nedjar, j'imagine que tous ceux qui sont là le connaissent déjà, et s'ils ne le connaissent pas, peut-être ce qu'il aura à nous dire va leur permettre de faire mieux connaissance avec lui. Donc je ne le présenterai pas plus que ça. Nous aurons également Claire Marga, qui est philosophe et qui a notamment assuré la coordination du hors-série que Arpress a consacré à l'art brut il y a 6 mois, un peu plus, oui, l'automne dernier. Nous aurons également Déborah Couette, qui est doctorante, qui travaille sur les archives de l'âme, les archives liées à la collection de la Racine, donc qui a fait l'objet d'une donation à la fin des années 90 et qui a donné lieu à la création du premier musée d'art brut français. Et nous aurons Stéphane Coréard, qui a écrit un texte qui à mon avis, soulevait beaucoup de questions. Stéphane Coréard, il aime bien se définir lui-même, mais il l'a encore dit tout à l'heure, avant tout comme collectionneur, même si la plupart des gens le connaissent surtout comme commissaire d'exposition, critique d'art, directeur du Salon Rouge, enfin bon, il est tout à fait multicarte. Et ce qu'il y a d'intéressant dans son texte, c'est qu'il recontextualise un petit peu cette idée d'art brut avec l'histoire des avant-gardes, jusqu'à l'international situationniste, et c'est un contexte qu'on a rarement l'occasion d'évoquer quand on parle d'art brut, donc je trouvais ça assez rafraîchissant et c'était pas mal effectivement de développer ce point de vue particulier. Mais je vais arrêter de pérorer, je vais donner la parole à Michel, qui a peut-être envie de lancer ce moment et dire quelques mots, donc tu peux le faire en prenant le micro. D'accord. Je crois que c'est branché. Là. Ah, c'est branché là. Oui. Bon, mais merci Christian. Je vais commencer comme je commence toujours, comme quand il y a des tables rondes ou quand je suis invité quelque part pour parler de mon travail. Je commence toujours par remercier les gens qui m'ont aidé, qui ont regardé mon travail. Donc, je remercie Christian de m'avoir invité dans sa galerie et de m'avoir fait confiance, et on s'est fait confiance, donc je crois que l'expo est assez belle, tout le monde le dit. Et je voudrais remercier aussi Lisa, ton épouse,
qui a travaillé sur le catalogue, que je ne connaissais pas bien avant, mais maintenant que j'apprécie. Je voudrais remercier aussi les gens qui travaillent dans la galerie. On est toujours bien accueillis, avec un petit café. Donc il y a Benedetta, il y a Hélène et il y a Claire, qui sont vraiment 3 personnes adorables. Et j'ai toujours plaisir à venir dans la galerie. Alors maintenant, je voudrais remercier tous ceux qui m'ont aidé, ça veut dire les morts et les vivants, parce que je ne suis pas tout seul dans cette histoire de mon travail et dans mon œuvre. J'ai eu de la chance de rencontrer des gens, des individus, des personnes qui m'ont aidé, qui m'ont aidé à travailler et qui ont, comment je pourrais dire, qui m'ont, par des regards encourageants et des regards amoureux et des regards surtout d'amitié. Là, j'ai plein d'amis, je suis très content de les voir ce soir, pour vous dire que je ne suis pas tout seul dans mon histoire, dans mon travail, il y a les autres. Donc, je dis bien les morts et les vivants. Voilà ce que je voulais dire, Christian. Maintenant, on va laisser laisser parler les autres, quoi. Peut-être que, comme tu as pris la parole, tu peux peut-être continuer en nous disant un petit peu qu'est-ce que tu penses de toutes ces histoires. J'imagine que, je sais que tu es, ces dernières années, un peu fatigué de ces discussions sans fin sur les catégories auxquelles tu appartiendrais, auxquelles tu n'appartiendrais pas, et les gens qui te dénient le droit d'appartenir à Arbrut, en même temps ceux qui, peut-être, ont fait un usage doctrinaire, partial de ta production. Et comment tu as vécu tout ça à travers les époques, entre l'histoire où finalement tu as été découvert et adoubé par 2 des personnalités éminentes, parce qu'il y a quand même 2 faits aussi. Là, il y a un mort et un vivant qui se sont penchés sur ton berceau d'artiste, à savoir d'un côté Dubuffet, et de l'autre côté Roger Cardinal, le critique d'art anglais, qui a écrit le premier texte important sur ton travail. Et jusqu'à aujourd'hui, comment tu ressens cette trajectoire et comment tu l'as rencontrée toi, et comment tu l'aperçois? Bon, s'il y avait simplement eu Jean Dubuffet Cardinal, il n'y aurait pas eu de problème, mais après il y a eu Daniel Cordier. Donc là, ça a commencé un peu à bouger. J'ai rencontré Madeleine Nomel, qui est aussi une rencontre fondamentale dans mon travail, qui m'a dit un jour, on va montrer ton travail à Jean Dubuffet. Et c'est avec Madeleine Nomel que j'ai créé La Racine, l'expérience de La Racine avec Madeleine et Claire Teller. Donc, Madeleine Nomel dépose mes poupées au secrétariat de Jean Dubuffet rue de Verneuil, je crois que c'était à l'époque. Et quelques jours après, je reçois le courrier de Jean Dubuffet qui est exposé et qui est dans le catalogue. J'étais très, très, très heureux que Dubuffet me reconnaît mon travail, quoi, et apprécie mon travail. Il me dit tout de suite, Monsieur Nidjar, je veux absolument des poupées au musée de l'Art Brut de Lausanne. J'étais très, très heureux et très flatté, quoi. J'étais vraiment... je ne m'attendais pas à ça, quoi. Et après... donc il demande à Roger Cardinal d'écrire dans le fascicule numéro 7 de l'Art Brut, le numéro 16. Et donc je passe 2 jours avec Roger Cardinal, et je crois que c'était la première fois où il y avait un travail sérieux, avec mon nom bien écrit, les dates exactes. Et donc je reçois donc ce fascicule numéro 16 en 1980 ou 81, et puis je lis mon histoire, à tel point qu'une fois que j'ai lu mon histoire, je n'ai plus, pendant 8 ans, je n'ai plus fait de poupée, je ne pouvais plus toucher du tissu, donc j'ai beaucoup dessiné. Donc je me suis rabattu sur le dessin et la peinture. Mais ça m'avait scotché, quoi. Et j'ai repris les poupées, et j'ai eu envie de toucher le tissu et de refaire une poupée. À la mort de mon ami Théo Hernandez, qui est mort du sida dans les années 90-92, c'était l'époque où moi, de mon entourage, disons, c'était l'hécatombe. Et donc, j'étais tellement dans la douleur, dans la douleur, que j'ai eu envie de refaire une poupée avec cette douleur. Et je dis bien que dans mes poupées, il n'y a pas simplement l'histoire de la Shoah, il y a plein d'histoires. La poupée est énorme, bon, je ne vais pas parler de ça. Et
dans les années fin des années 80 ou 90, un jour je reçois un coup de téléphone et c'est Daniel Cordier qui s'annonce en me disant voilà, Dubuffet m'a donné votre numéro de téléphone, je me permets de vous téléphoner. J'habitais encore Belleville, dans 3 petites chambres de bonne que j'avais complètement investies de mes poupées. Je ne savais plus quoi en faire. Je voulais même les mettre à la poubelle. Et quand Cordier est arrivé, c'était vraiment un bonheur parce qu'il allait un peu me débarrasser de mes poupées. Donc Cordier est venu, je ne savais pas qui était Cordier, je ne savais pas que c'était un grand collectionneur, je ne savais pas que c'était un monsieur très riche. Je lui ai presque filé la moitié de mes poupées, il en a eu une quarantaine, et qui sont maintenant à Toulouse C'est un grand résistant aussi. Oui, un grand résistant, puis là il a écrit un livre, on parle beaucoup de lui. Et donc voilà, Cordier est arrivé, donc je me suis retrouvé d'un seul coup au centre Georges Pompidou. Je pourrais raconter une histoire très rigolote pour faire rire un petit peu, pour détendre un peu l'atmosphère. Donc mes poupées arrivent au centre Georges Pompidou, on vient les chercher, puis un jour je reçois un coup de téléphone du centre, c'était monsieur Abadi qui m'appelle, monsieur Nedjar. Est-ce que vous pouvez venir? Parce qu'on a du mal, la personne qui s'occupe de vos poupées, elle a du mal à les accrocher. Alors je dis, bon, ben j'arrive, donc je vais voir monsieur Abadi, je ne connaissais pas, donc on fait connaissance. Puis il me dit, voilà, je vais vous appeler le conservateur, la conservatrice qui s'occupe de vos poupées, et vous allez discuter avec elle, et elle va vous montrer le lieu. Donc j'arrive dans un lieu, je ne sais pas si quelqu'un a vu l'exposition de Daniel Cordier, disons la donation, il y avait 2 étages, c'était magnifique. D'un seul coup, je me retrouvais avec les grands de l'art moderne et contemporain. Il y avait Chessac, il y avait Tanguy, il y avait... Oh là, j'ai dit merde, je suis bien accompagné, c'était superbe. Et puis donc cette conservatrice qui était un peu hongroise, qui avait un accent, qui était enceinte jusqu'au bout des ongles, qui faisait la gueule parce qu'elle ne pouvait pas toucher mes poupées. Et elle m'a dit, oh, je ne peux pas toucher, je ne peux pas les accrocher, j'arrive pas, est-ce que vous pouvez vous... J'ai dit, ben, donnez-moi un clou, donnez-moi des clous et un marteau et je vous accrocherai en 5 minutes. Donc ça c'était le premier jour, donc j'attends les clous et le marteau pendant toute la journée, pas de clous, pas de marteau. Bon, ben, j'ai dit, ben, je me tire, et donc je rentre chez moi. Le lendemain on me rappelle, monsieur Nedjar, ça y est, on a de quoi les clous et les marteaux, ben, je dis, bon, ben, je reviens. Donc en effet, les clous et le marteau étaient là, dans la salle, avec les poupées, et cette dame qui avait un accent hongrois, qui avait envie de dégueuler, je crois qu'elle allait accoucher même sur place. J'ai accroché mes poupées, vite fait, bien fait, très bien, et puis j'étais très content. Et l'histoire continue. Alors ça a duré 6 mois, je crois que l'exposition, puis au bout de 6 mois, certaines œuvres sont descendues dans les réserves. 1 ou 2 mois après la fin de l'expo, je reçois encore un coup de téléphone de cette dame, j'espère qu'elle avait accouché déjà, je ne sais rien. Et elle me dit, monsieur Nedjar, c'est terrible, il y a des mythes. C'est vrai que souvent, il sort des petites bêtes de mes poupées, et les mythes bouffent carrément la poupée, j'adore, parce que ça prend une forme extraordinaire, ça se détruit, ça pourrit, ça se salit. Et... alors j'ai dit oui, mais moi je dis je ne sais pas quoi faire, je ne suis pas restaurateur. Puis elle était en train de gueuler, ouais, mais il y a Picasso, il y a Matisse, il y a Renard de Machin, ça va tout bouffer. Oh. Alors j'ai trouvé ça génial, j'ai dit ben, tiens, mes poupées vont tout avaler les collections, c'est génial en fin de compte, pourquoi pas. Donc c'était complètement... j'ai dit, ben, je me disais mais chouette, j'ai dit ben, c'est bien, ça va tout contaminer. Elle gueulait, elle m'a dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit, je ne suis pas conservateur, je ne sais pas. Puis d'un seul coup, un silence, et puis elle a une idée, elle dit un mot comme ça, qui me résonne dans moi, elle me dit, on va les gazer. Alors silence, et je lui dis, mais je ne sais pas si elle l'a compris, j'ai dit, mais je crois que ça a déjà été fait. Non, oui, on va les gazer. Bon. Alors quand même, j'ai dit, oh là là, je me suis quand même renseigné sur ce mot gazer dans la restauration. En effet, les tapis, le tissu, on le gaze dans un truc, on met du gaz, tout ça. Mais dans ma tête, qu'on connaît un peu mon histoire, et pourquoi aussi j'ai utilisé la poupée sombre, et qu'on connaît mon histoire, on sait d'où viennent aussi les poupées. Je dis bien, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la Shoah. Et donc je dis, écoutez, c'est très bien, oui, on va les gazer. Alors pas de nouvelles,
Alors pour vous dire aussi, c'est très poétique, c'est toujours, moi avec le langage c'est toujours fantastique. Et quelques mois après, elle m'appelle encore, elle me dit: Monsieur Nedjar, vous savez que la moitié de la collection de Daniel Cordier, on va la donner à Toulouse, il y a un musée d'art contemporain qui s'ouvre à Toulouse, et ça s'appelle Les Abattoirs. Alors, je dis oui, mais pourquoi? Je dis ça continue. Alors, gazer les abattoirs, d'où ça vient? Mais j'étais pas étonné, et entre toi, je trouvais ça, ben voilà, les choses inconsciemment se disent. Quoi. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette histoire des poupées. Alors, du coup, on ne sait pas si peut-être maintenant ton œuvre et celle d'autres vont finir de contaminer l'art moderne et l'art contemporain, mais toi, la perception que tu as eue au-delà du plaisir d'avoir été adoubé par des personnes comme Cardinal, est-ce que tu t'es posé cette question au moment où tout ça est arrivé? Est-ce que finalement j'appartiens à cette famille, ou tu te sentais une familiarité telle, ou tu te sentais... comment tu te sentais par rapport à celle qui était une de tes premières découvertes dans l'art brut, qui est Aloïse, et qui t'a accompagné dans tous les sens du terme? Comment est-ce que tu te sentais par rapport à ces personnalités-là? Donc en 69, comme je le dis toujours, en 69 je découvre l'œuvre d'Aloïse, qui a été une commotion pour moi. Je me suis dit, si ça c'est possible, dans un gros livre d'art, c'était une histoire de l'art pariétal, de l'art primitif, et jusqu'à l'art moderne, il y avait une œuvre d'Aloïse. Joséphine, l'encens, des roses lotus à Napoléon. Il y avait marqué dessin de schizophrène, à l'époque schizophrène, je ne savais pas ce que ça voulait dire, je me suis dit, elle s'est transformée en papillon. Je faisais avec chrysalide, tout ça. Mais il n'y avait pas marqué, et ça j'y tiens énormément, il n'y avait pas marqué le mot art brut. Donc, j'ai découvert une œuvre qui m'a complètement bouleversé, qui m'a ouvert une possibilité. Je me suis dit, si ça c'est reconnu comme œuvre d'art, je peux moi aussi faire quelque chose. Donc c'est après que j'ai pris connaissance de l'art brut, avec Wolfli et tout ça. Mais ma première découverte d'une œuvre qui m'a complètement, changé mon destin, je ne savais pas que ça s'appelait art brut. Et ça, j'y tiens énormément. Après, quand j'ai exposé, c'est vrai, à Beaubourg, j'étais à Beaubourg, c'est vrai que des gens m'ont dit, t'es à Lausanne, ou t'es dans l'art brut ou dans l'art contemporain. Mais c'était assez douloureux pour moi, parce que je ne savais pas quoi répondre, parce que je n'avais pas fait une démarche volontaire pour ces œuvres-là. C'est arrivé comme ça. L'œuvre avait suivi un chemin que je n'avais absolument pas contrôlé. Et donc j'étais et des gens, ce que j'appelle les langues de serpent, m'ont vraiment blessé. Et je ne savais plus quoi répondre, parce qu'en même temps j'étais très contente d'être à Beaubourg, j'étais très contente d'être à Lausanne, et j'ai pris la décision. J'étais obligé, vraiment après, mais vraiment avec beaucoup de douleur, parce que j'étais très malheureux, parce que je ne savais pas où me placer, enfin, comme je ne savais pas quoi répondre, moi je voulais continuer à travailler. Et je me suis dit, maintenant, toutes les œuvres qui sortent de mon atelier, elles ont une vie indépendante de moi, et je ne peux pas les cheminer vers quelque chose. L'œuvre d'art suit son chemin, l'œuvre suit son chemin, et il souhaite que ce soit à Lausanne ou au Centre Georges Pompidou ou ailleurs. Moi, ça ne me regarde pas du moment après que ça dépasse les portes de mon atelier. Voilà, je ne sais pas si je réponds à... Si, parfaitement, si tu y réponds tout à fait. Et donc, effectivement, c'est cette trajectoire assez incroyable et assez unique, je pense, dans cette histoire, parce que au moment où Dufay a choisi de séparer en quelque sorte le bon grain de livret quand il a donné sa collection à Lausanne, il a décidé que peut-être toutes les œuvres ne référaient pas à cette définition qui était celle qu'il avait forgée de l'art brut, et donc qu'il fallait peut-être mettre une différence d'intensité, de niveau, etc., qu'il y a des choses qui appartenaient strictement et d'autres qui étaient peut-être plus périphériques et qui appartenaient à une autre catégorie qu'ils ont fini par appeler la neuve invention, qu'on appellerait plus volontiers en France l'art singulier, ou quelque chose de proche. Et c'est vrai que tu as toujours été confirmé à la fois dans l'art brut, donc ton histoire est d'autant plus singulière, même si cet adjectif, il faut l'employer avec des pincettes, mais ton histoire est
est étonnante et la trajectoire de tes œuvres est étonnante parce que à la fois tu as été confirmé, donc tu es toujours dans la collection historique d'Arnwood et non pas dans la collection annexe. Et d'autre part, effectivement, un certain nombre des productions qui étaient les tiennes flattaient l'idée qu'un certain nombre de personnes avaient envie que l'on se fasse de l'art brut, donc entrer dans une forme d'iconographie, c'est-à-dire le fait de l'emploi ce que je dis un peu dans le texte d'introduction de l'exposition, l'emploi de certains types de matériaux pauvres, voire de récupération, etc. C'est ce à quoi les gens étaient habitués à être confrontés quand on leur parlait d'art brut. Et donc, compte tenu de cette trajectoire, compte tenu du fait que tu étais à Lausanne, etc., donc pour tout un tas de gens, ça ne posait absolument pas de problème. D'ailleurs, tu as raison, toi, de dire qu'à partir du moment où l'œuvre est sortie de ton atelier, ça ne te concerne plus. Et ça, je pense que tu as absolument raison en le disant. Mais c'est vrai que peut-être qu'il y a eu un moment dans ton existence, quelque chose qui s'est produit où tu étais effectivement inconscient de ce contexte particulier des œuvres qui se faisaient et qui naissaient en dehors du champ de la culture, ou peut-être ce que tu faisais était débarrassé de l'idée que quelqu'un allait peut-être le recevoir, qu'il y avait un destinataire, qu'il y avait peut-être un galeriste, un marchand, un collectionneur, un musée qui allait en être les destinataires. Peut-être les premières œuvres que tu as produites, tu étais peut-être, je ne sais pas dans quelle mesure tu étais débarrassé de cette idée-là. Ben, écoute, là je profite parce que je vois il y a Mademoiselle Bourbonnais. Donc, tu sais, quand j'ai commencé, parce que moi je pourrais raconter encore toute une histoire sur Aloïse, tu sais, il y a un fil conducteur, c'est complètement magique, hein, vraiment, je trouve que mon travail, c'est pour ça, c'est pas du tout conceptuel, hein, c'est vraiment lié à mon existence, hein, et vraiment aux rencontres, et vraiment, si je peux vous raconter un fil rouge comme ça, rien n'est conceptuel ou intellectuel, tu vois, c'est vraiment, quand j'y pense, c'est vraiment comme, je dirais carrément un conte de fées. Parce que encore maintenant, alors une fois tu m'as dit, je ne sais pas pourquoi tu me l'as dit, mais tu as dit, Michel, tu as beaucoup de chance. Après j'ai réfléchi, mais j'ai dit, mais oui, j'ai eu beaucoup de chance, tu vois. Mais c'est pas une chance, c'est pas quelque chose de volontaire, c'est vraiment des rencontres avec les images, avec les gens. Et donc l'atelier Jacob, quand j'étais à l'atelier Jacob, montrait mon œuvre, mais c'est qu'à l'atelier Jacob, ils ont ouvert l'atelier Jacob, rue Jacob, en 72, avec une grande rétrospective d'Aloïse. Donc je vois ça dans un café, un poster, je me dirige tout de suite sur l'atelier Jacob, et j'y vais tous les jours me mettre à genoux devant Aloïse. Tu vois, j'étais complètement fasciné par cette œuvre. Et un jour, ce monsieur, donc Alain Bourbonnais, qui était le patron de l'atelier Jacob, le papa, me dit, mais est-ce que vous faites des choses? Et c'était donc en 76, je suis rentré, et après j'ai fait mes premières poupées, comme ça que je suis rentré du Mexique, et il m'a dit, apportez-moi vos poupées. Donc il me les a tout de suite accrochées au mur, tu vois, et c'est resté là, et puis après j'ai continué à travailler. Après il y a eu cette grande déprime où elles sont devenues sombres, et là c'était assez douloureux, mais c'était aussi, ça m'a guéri. Je dis que mes poupées m'ont sauvé, elles ne sont pas saignées, elles ne sont pas signées, mais elles sont saignées, hein. Et vraiment, ça a été un travail parce que j'avais vraiment mal. On me donnait à l'hôpital pour prendre des médicaments. J'ai dit, je vais dans la création, je vais m'y mettre. Hein. Pendant 2 ans, comme ça, je me suis mis dans la création. Après, ça allait beaucoup mieux. Mais donc, si tu veux, je crois que vraiment, j'ai du mal à le dire parce que j'ai pas les mots, mais quand j'y pense à tout le trajet de mon travail, tout ça, oui, je dis que c'est carrément magique, quoi. C'est pas volontaire. Il y a une chose comme ça, je dirais pas inconsciente, mais il y a quelque chose, il y a un fil souterrain. Mais écoute, c'est magnifique, quoi. Je ne peux être qu'heureux de tout ce qui s'est passé, quoi. Et même ma rencontre avec la création avec la Racine, mais cette rencontre avec Aloïse, cette rencontre avec Théo Hernandez pour le cinéma, mais je ne peux être qu'heureux et ça m'a guéri, on n'est jamais guéri, mais j'ai pu justement, après ce film atroce, Nuit et brouillard, il y a eu un avant et un après, il y a eu l'Éden et après je suis tombé dans la fosse avec ces cadavres, quoi, mais je m'en suis sorti grâce à la création, donc c'est le miracle de la création en fin de compte.
Alors brut ou contemporain, moi je m'en fous complètement. Et on a l'impression aussi que peut-être plus ou moins consciemment, avec la Racine, tu avais le sentiment aussi de payer une dette que tu avais vis-à-vis de Aloïse et des autres. Mais j'ai pas de dette à payer, oui, de dette, mais je sais pas, c'est au-delà de la dette. Quelque chose, je veux dire, de dette au sens où ça a été un déclencheur. Oui, c'était une belle rencontre, c'était une rencontre. Tu sais, en plus, pour vous parler encore de magie, une fois qu'ils ont eu mes œuvres à Lausanne, disons que Geneviève Roulin et Michel Thévaux étaient venus dans mon atelier à Belleville, et puis un mois après, tu sais, souvent les musées, ils envoyaient les nouvelles acquisitions. Donc je reçois les nouvelles acquisitions, donc il y avait mes poupées, et à côté, comme un faire-part, Aloïse, Nedjar et Aloïse. Mais voilà. Et ça, Lausanne ne le savait pas, mon histoire. De naissance ou de mariage, du coup, le faire-part? Oh, c'était merveilleux. C'était tellement merveilleux. J'étais là, vraiment... Je me dis, sacrée Aloïse. Elle m'a entraîné, Aloïse dessine, c'est ces femmes avec des gros seins, là. J'étais entre ces gros seins, et j'étais très bien. Bon. Est-ce que peut-être l'un ou l'autre a envie de réagir à ce que vient de dire Michel, déjà par rapport à cette histoire des origines? Claire? Oui, je vais te rebondir en racontant, si Michel peut me le permettre, puisqu'il m'a raconté une histoire un peu magique. Et je voudrais dire pourquoi. Alors, j'ai pas envie de discuter, j'ai pas envie de discuter à nouveau brut contemporain, mais je vais poser un troisième terme, parce que sinon c'est pas insoluble. Et je vais dire finalement, Michel Nedjar, c'est un artiste, je dirais que c'est un artiste qui est né, qui a trouvé un pays natal qui est le Mexique. Et comment il est devenu artiste? Parce que l'important, c'est pas l'artiste qui fait l'œuvre, ni l'œuvre qui fait l'artiste, sinon c'est un cercle, il y a un tiers toujours. Et son histoire, celle qu'il me l'a racontée, alors je dirais que c'est quelque chose de borderline, puisqu'on est dans une figure borderline, puisqu'il est ni dans le contemporain ni dans l'art brut, donc il est ni l'un ni l'autre. Et je ne veux pas donner au mot borderline le sens psychiatrique, mais simplement quelqu'un qui passe les frontières, et qui est même dans une zone de frontières. Et c'est ce que je disais, alors je m'excuse de me citer en parlant des bandits de l'art, des rebelles, et pour prendre un concept philosophique dont je ne parlerai pas, mais je trouve avec l'exemple de Michel, qui est une très bonne illustration, ce que Gilles Deleuze appelle la déterritorialisation, qui est d'abord un mot difficile à prononcer, et ensuite un concept simple, qui est simplement que le territoire de Michel Nedjar, c'était Belleville, avec ses histoires de famille, etc., c'est tout ce qu'il vient de dire, et il en a marre et il part au Mexique. Et comme il me l'a dit, au Mexique, il trouve son pays, il trouve un enracinement nouveau, enfin un déracinement qui est nouvelle. Et donc il n'est pas le seul, puisque Henri Michaud va en Asie, Michel Derys va en Afrique. Au Mexique, là, il y avait aussi Artaud, Diez-Lord. On pourrait faire toute l'histoire des gens qui font un voyage où ils vont se trouver eux-mêmes. En fait, ils sont perdus et ils se trouvent. C'est le contraire du livre. Le voyage initiatique. Oui, mais pas initiatique, parce que... Enfin, oui, si on veut, initiatique, mais alors dans ce cas-là, il y a une initiation, donc on est dans la pensée magique. On est bien dans la pensée magique, comme il vient de le dire. Et donc, quand on est dans un pays étranger, qu'on a des problèmes de visa, il faut sortir du pays. Hein. Donc Michel dit qu'il faut sortir du Mexique, parce qu'il est resté combien de temps? 1 an et demi à peu près. Alors, j'étais parti pour 1 mois, je suis resté presque 1 an et demi. Voilà. Et donc, il va du Mexique au Guatemala, donc dans une zone frontalière, et là, sur un marché, un jour, qu'est-ce qu'il voit? Une dame qui vendait des fruits et légumes, et quelque part, il y avait des petites poupées qu'elle fabriquait très maladroitement, et ces petites poupées, elles lui parlent. Enfin, il parle sans parler, là. Donc, et d'un seul coup, il se rappelle que quand il était petit, mais c'était quelque chose qu'il avait enfoui en lui, donc une réminiscence, qu'il y a des poupées qui sont du même type qu'il avait fait. Et il n'avait pas d'argent sur lui, donc il dit à la dame, écoutez, ça m'intéresse, je vais venir demain. Le lendemain, il revient, il n'y avait plus la dame. Et il y a une autre dame qui était là, il dit, où est-ce qu'elle est? La dame dit, elle est morte cette nuit. Donc, là, on peut être dans la croyance ou pas. Hein. Donc il y avait bien, elle n'avait peut-être pas des gros seins, c'était peut-être une indienne mec, mais peu importe. Il y avait une femme qui faisait des poupées, et Michel a acheté ses poupées, hein, c'est ça. Et c'est à partir de ce... Parce que je pense qu'il y a toujours un point de départ. Alors, du coup, je me suis mis à lire du Castaneda, parce que c'était aussi tout ça. Bon, c'est ça, hein, c'est quelque chose où un truc de sorcellerie arrive. Alors, qu'on n'y croit pas, de toute façon, ça marche. Ça marche parce qu'on devient artiste parce qu'il y a une influence.
un peu souterraine, qui surgit d'un seul coup comme un puits de pétrole, quoi, et qui était dans Michel, mais qu'il fallait quelqu'un d'autre. Et donc c'est la vision de ces poupées faites par quelqu'un d'autre qui déclenche, de même que la vision d'Aloïse. Mais là, je pense que, pour dire les choses, je pense que Michel Nedja est un artiste mexicain, qui vient même d'une frontière, on sait d'où d'ailleurs, hein, on ne sait pas où il vient. C'est vrai que tu fais bien de souligner, on n'en a pas parlé, parce que même toi qui ne l'as pas dit, et Claire a raison de le souligner, l'importance du voyage dans la déterritorialisation. Voilà. J'y suis arrivé. C'est très bien. Parce que c'est capital chez toi. Capital. Et en même temps, c'est un peu une façon de ne pas te trouver là où on peut t'attendre. Quand j'ai vu ces poupées que faisait cette dame, j'ai reconnu la poupée de mon enfance, le petit garçon. Le petit garçon, j'aime beaucoup votre titre. Parce que je ne veux pas être squatté par l'adulte. Moi, je veux rester toujours petit garçon. Je ne veux pas être squatté par l'adulte. Et quand j'ai vu ces poupées, je me suis dit, en rentrant à Paris, si je rentre un jour, je ferai des poupées. Donc, il y a eu aussi cette rencontre des poupées, ce flash. J'ai reconnu mes poupées d'enfance. C'est bien que tu parles de Castellada, de la pensée magique, etc. Ça me renvoie aussi à des contextes qui sont propices à comprendre l'émergence d'une idée, d'une œuvre, etc. Et là, j'ai envie d'entendre un peu ce que Stéphane, qui a écrit justement le texte avec ce si joli titre, qui est une paraphrase. Oui, c'est Paul Auster qui rapporte cette phrase, qui était vieillir, quelle drôle d'aventure pour un petit garçon. J'ai trouvé que ça allait bien pour oui, tout à fait. J'ai beaucoup aimé Michel. Et donc, moi, ce qui m'a intéressé, et je pense que je suis certainement pas le seul, parce que je crois que Michel l'a lu aussi avec comme une déflagration, parce qu'il y a lu des choses qu'on n'avait peut-être jamais dit sur ce contexte particulier de l'art brut. Toi, tu déterritorialises en quelque sorte aussi cette idée-là, parce qu'on va essayer de s'entraîner. Oui, d'ailleurs, j'avais envie de rebondir, dire que c'était pas la vraie question, c'est pas la racine, c'est la déracine peut-être. Et c'est quelque chose aussi que j'évoque à un moment donné dans mon texte, notamment sur le cinéma expérimental. Je pense qu'on pourrait en parler sur aussi même plus que la dérive en fait, toute cette poésie et ces cinémas qui a été fait par des gens qui étaient détériorés. Voilà, moi j'arrive pas. Qui étaient plus sur le territoire, ou privés de territoire d'ailleurs. Ça aussi, on pourrait en parler, du fait aussi d'être privé de territoire. C'est vrai que moi, alors je ne vais pas commencer par des remerciements, parce que je n'ai pas le même parcours que Michel, et puis je fais mon texte tout seul. Mais d'abord, je voulais commencer par dire une chose, c'est que, d'ailleurs, Christian lui-même m'a dit, mais tu n'as pas pour parler du travail de Michel dans ton texte, qui est tout à fait vrai, ça revient à la manière dont tu m'as présenté, c'est-à-dire que moi je me sens pas critique d'art, d'ailleurs j'ai toujours beaucoup de mal à dire que je suis critique d'art, parce que c'est une activité que je passe très haut, personnellement, et en tout cas je pense qu'il faut vraiment connaître de manière très intime les œuvres, et éventuellement les artistes, pour pouvoir dire qu'on fait de la critique d'art. C'était pas mon cas avec Michel, donc j'ai essayé de dire 2-3 choses que m'inspirait ce que d'abord je savais avant que tu me demandes le travail de Michel, parce que j'ai pu découvrir en travaillant dessus, et puis aussi le simple fait venant de toi, de faire cette exposition ici, justement, à ce moment-là de ton parcours. Ça me semblait aussi très signifiant, ce que j'ai appelé dans le texte, cette provocation de ta part. Mais je voulais d'abord commencer plutôt par demander pardon, c'est-à-dire que ce que je sens, parce que moi je suis un peu un représentant ici pur jus de l'art contemporain, puisque ça fait 30 ans que je travaille dans le champ de l'art contemporain et que j'ai travaillé finalement que dans ce champ-là, enfin un peu dans la pharmacopée, mais c'était plutôt annexe, même ça pourrait nous ramener au Mexique. Mais j'ai envie de dire... Et à Castellada. Oui, absolument, un auteur que j'ai beaucoup lu après mon voyage au Mexique. Mais j'ai envie de dire que une partie en tout cas du problème vient déjà de la définition même de l'art contemporain en fait, et pas de l'art brut. C'est-à-dire qu'on sent tous que l'art contemporain c'est quelque chose de très étroit par rapport à nos envies, à nos désirs, à ce qu'on aime, etc. Et que l'art contemporain c'est finalement enfermé dans un tout petit corner de l'art, et que finalement peut-être que la difficulté aujourd'hui qui crée ces tensions, c'est que l'art brut a réussi à créer un autre corner. Dans ce grand champ de la création, maintenant, l'art contemporain est plus seul à pouvoir se définir et exister. Il y a aussi l'art brut, et l'art brut ne cesse de lui renvoyer des ballons. Et c'est finalement, moi je trouve ce dialogue très fructueux, mais en même temps, on est obligé de remonter aussi au surréalisme et de voir à quel point l'art contemporain a régressé dans le champ de ses recherches,
et de ses expérimentations. Simplement, je pensais à ça il y a quelques mois quand il y avait l'exposition à la Maison Rouge, dont Jean-Hubert Martin était commissaire sur la collection de ce collectionneur de Tasmanie, où il y avait, ça mélangeait de l'art contemporain, de l'art brut, de l'art primitif, avec des objets scientifiques, etc. Et en même temps, il y avait l'exposition sur l'objet surréaliste au Centre Pompidou, où on voit que les expositions surréalistes, les premières expositions surréalistes, c'était exactement la même chose. Et on avait envie de dire, il y a rien, non seulement il n'y a rien de nouveau, mais on a plutôt perdu 80 ans finalement que de temps perdu. Et je pense que l'art brut se situe exactement à cet endroit-là. D'abord parce que une grande partie de son histoire vient du surréalisme, même si c'est du Buffet qui l'a formulé, on va dire. Donc je pense que de toute façon le surréalisme, c'est une grande part de l'impensé dans l'art en France, de manière générale. C'est un héritage avec lequel on a beaucoup de mal. Mais en même temps, il est très opératoire par rapport à ce qui est devenu l'art contemporain. Il y a des dérives de l'art contemporain, c'est quand même pas tout à fait un hasard si aujourd'hui l'art brut prend la place qu'il prend, et si l'exposition de Nedjar ici vient après leur série d'art presse, enfin quasiment de manière concomitante, au moment où le Centre Pompidou vient d'acquérir pour la première fois une œuvre d'art brut sur ses fonds propres, je dirais, et non pas par donation, etc. Et où donc l'art brut prend une part, à un moment donné, de l'art contemporain, que effectivement moi je recontextualise dans mon texte. Je pense que c'est à ça que tu voulais. La religion par rapport à l'invention, on va dire, de l'art contemporain, qu'on pourrait qualifier d'un art industriel. C'est un peu la terminologie que j'utilise. C'est l'une des thèses, effectivement, terminologie soviétienne. Et en utilisant d'ailleurs la figure, et ça je ne m'y attendais pas, c'était assez inattendu d'utiliser Manchette. Oui, bah c'est vrai que ça m'est venu comme ça, parce que j'aime beaucoup Manchette comme écrivain. Enfin, c'est un auteur on pourrait dire de romans noirs, puisqu'il a publié dans la série Noire, mais aussi c'est un critique, notamment un critique de cinéma remarquable. Je trouve ça il y a un livre qui s'appelle Les yeux de la momie, qui recueille de ses textes sur le cinéma parus dans Harakiri. Effectivement, parce que Manchette, qui lui-même écrivait donc des romans dits noirs, dit quelque part, je crois que c'est dans un entretien où il dit que c'est une forme historiquement dépassée. Et il dit la même chose du jazz d'ailleurs. Il dit comme le jazz, c'est une forme historiquement dépassée. Et c'est vrai que ça a fait tilt dans mon esprit, parce que je me suis dit finalement c'est un peu comme l'art brut, c'est-à-dire que l'art brut c'est quelque chose qui a été très opérationnel, qui a été globalement, on va dire l'âge d'or, ça a été les années 60, enfin le moment où il y a tout ce bouillonnement à la fois conceptuel, critique, la collection, où les choses vraiment se formalisent. Et c'est pas un hasard si c'est né dans cette époque-là, et si aujourd'hui nous qui nous situons 40 ans après, comment est-ce qu'on se situe par rapport à cet âge d'or finalement de l'art brut? Et ça pose les questions que toi tu te poses et que tu poses au quotidien avec ta galerie. Déjà, c'est est-ce qu'il y a un art brut contemporain? Est-ce qu'il y a un art brut post-historique, on pourrait dire d'une certaine manière? Est-ce que même on peut faire de l'art brut à partir du moment où l'art brut a été désigné comme forme historique, etc. C'est un peu la même chose que voulait dire je pense, Manchette par rapport au jazz ou à la série Noire, parce que par contre mon texte, c'est-à-dire que le jazz intervient à un moment historique aux États-Unis où il faut que la culture noire doit se faire une place, elle doit se faire une place qu'en étant mixée d'une certaine manière avec la culture américaine blanche, et finalement elle va être dépassée dans le rock'n'roll, et une fois qu'il y a le rock'n'roll, le jazz ne pourra plus jamais jouer ce rôle-là, ce qui ne veut pas dire justement qu'il ne peut plus y en avoir, exactement comme le roman noir qui donc ce que rappelait Manchette, mais qui est avéré historiquement, naît justement dans les années 30, quand il faut, au moment de la prohibition, dénoncer la concussion qu'il peut y avoir entre la pègre, les hommes politiques, etc. Aux États-Unis, et que d'ailleurs c'est pas un hasard si Dashiell Hammett est un ancien détective privé qui a observé ça, qui a intervenu dans des villes qu'il fallait nettoyer entre guillemets de leurs truands, etc. et mafieux, et que donc il écrit ça. Il crée cette forme du roman noir qui n'existait pas pour cette raison-là, et là où il y a aussi une similitude avec l'art brut, mais ça ne m'emmènera aussi très loin, c'est que c'est en France que finalement cette forme est reconnue et désignée comme telle. Le roman noir, c'est comme style littéraire, c'est quelque chose qui est inventé de manière critique en France par Marcel Duhamel, qui lui-même était très proche du groupe surréaliste. Il y avait des éléments ici de puzzle qui se mettaient en place. Peut-être la petite différence que je vois entre les exemples que tu donnes, à savoir le jazz et le roman noir, c'est que dans l'un et l'autre des cas, effectivement, bon, il a été désigné comme tel par des intellectuels, des écrivains, mais ce sont des aventures collectives. Chaque fois, les personnes qui, les unes pratiquant le roman noir, les autres le jazz, appartenaient et avaient en commun
partager une culture particulière. Et donc c'est plutôt dans la sphère de la mythologie collective, et pas, pour reprendre le terme de Zeman, dans la mythologie individuelle, ce qui est souvent le cas d'un auteur d'art brut. Et c'est peut-être la grande différence, c'est-à-dire que d'un côté, effectivement, il y a un acte revendicateur, tandis que là, effectivement, les auteurs que des types comme moi, ou même Michel, quand il était aux manettes avec la Racine, déniche à droite et à gauche, n'ont rien demandé à personne, et surtout pas d'être rangé sous une manière. Alors, je pense, enfin, je ne suis pas un spécialiste de tous ces champs, mais à ma connaissance, pour le roman noir, par exemple, c'était exactement la même chose. C'est-à-dire que Duhamel est allé chercher dans des collections, chez des éditeurs, dans des collections extrêmement hétérogènes, etc., des romans qui lui semblaient avoir des points en commun. Et en tout cas, au départ, historiquement, la série noire, c'est aussi une invention critique qui est semblable à ce qu'est au même moment la politique des auteurs pour le cinéma. D'accord. Et peut-être que Déborah peut rebondir sur cette histoire du moment historique, puisque ça c'est un sujet que tu connais assez bien et que vous abordez au Crabe. Peut-être que tu peux donner ton point de vue sur cette question du moment historique. Ouais. Effectivement, il s'est dit beaucoup de choses, mais surtout je voudrais réagir au fait que l'art brut est historiquement dépassé, et surtout sur cette notion de dépassé, puisque l'art brut n'est pas une catégorie artistique, c'est un moment qu'on identifie très bien l'invention de Jean Dubuffet, et c'est un concept qui est encore opératoire aujourd'hui. Et là, je reviens pour ceux qui connaissent un peu le CRAB, le collectif de réflexion autour de l'art brut, notre groupe de chercheurs. C'est cette idée que justement l'art brut nous permet de poser des questions à la création, à l'art contemporain, et donc il est encore efficace aujourd'hui. Et si je rebondis par rapport aussi aux questions qui concernent l'œuvre de Michel Nedjar, qui a été donc tour à tour étiquetée d'abord d'art hors les normes, d'art singulier, d'art brut, d'art contemporain, on pourrait aussi la qualifier d'art juif, puisque plusieurs de ses œuvres, là il s'agit d'œuvres de commande, ce qui paraît d'ailleurs complètement contradictoire si on pense que l'art brut serait une catégorie avec des critères, la commande n'existerait pas. Enfin, il y a tous ces paradoxes. Il fait à côté du cinéma expérimental, donc aussi sur une question de technicité ou d'outils ou de pratiques qu'on ne retrouverait pas si auteur d'art brut identifie comme tel il y a. Et ce qui est intéressant justement avec l'œuvre de Michel Nedjar, c'est qu'à la fois il mobilise toutes ces étiquettes et ces catégories. On en a besoin pour parler de son œuvre, on a besoin de ces étiquettes dans l'histoire de l'art, et en même temps il nous montre qu'aucune ne peut le circonscrire. Il échappe à tout ça, il passe entre les murs, il passe entre toutes ces frontières, peut-être toujours à la limite. Et je crois que c'est ce qui m'interpelle le plus avec l'œuvre de Michel Nedjar, d'autant que moi, avec ma position en tout cas et mes recherches, qui plus est, Michel Nedjar, auteur d'art brut, à l'origine de la plus grande collection d'art brut qui entre dans un musée aux côtés de l'art moderne et l'art contemporain. C'est un sacré embrouillamini, tout ça. On voit l'hiatus un peu, oui. Ouais. Pardon, juste voilà, je crois que j'avais déjà été long, mais je n'avais pas été assez précis. Justement, si je me permettais de reprendre ce qualificatif d'historiquement dépassé qu'utilise Manchette, c'est justement parce que lui-même est un artiste qui pratique cette forme du roman noir, donc, et que j'admire en plus énormément. Donc je ne sais pas parce que c'est historiquement dépassé qu'on n'a plus le droit d'en faire, ou que c'est plus intéressant d'en faire, ou que c'est plus intéressant d'en parler. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut plus en faire de la même manière, on ne peut plus en parler de la même manière, ça ne joue plus le même rôle dans l'art d'aujourd'hui que ce rôle historique. C'est ça que ça veut dire. Et je ne me souviens pas parce que moi je n'ai pas imprimé, contrairement à Christian, le texte, mais il y a une citation que je fais de Manchette que je trouve qui est très belle, justement, où il dit comment on peut s'en servir. Il dit de manière révolutionnaire, et puis il y a un autre terme qu'il utilise qui est plus personnel. C'est bon, enfin, on le retrouvera. Voilà, je voulais juste préciser ça. Oui, enfin, moi, là, en revanche, où je te rejoins assez, parce que dans ton texte, finalement, tant pis pour ceux qui n'ont pas encore lu, parce qu'on parle beaucoup d'un texte que la plupart d'entre vous n'ont peut-être pas lu, mais moi, je vais faire un truc qu'on fait normalement jamais, c'est commencer par la fin. J'ai juste envie de lire ce paragraphe et ensuite de vous faire réagir là-dessus. Donc, dans le dernier paragraphe, tu écris « C'est pourquoi cet art inconnu, dont l'ennui, la douceur obsède, sur lequel on hésite à apposer le nom, le beau nom grave de brut,
n'est rien d'autre finalement que la part irréductible de cette énergie jaillissante du, entre guillemets, soulèvement de la jeunesse. Cette part de nous qui, à l'instar de la mémoire de l'eau, a perduré alors qu'elle a matériellement disparu et demeure le ciment qui tient tout ensemble, ce qu'on appelle le milieu de l'art, le souvenir d'une promesse qu'on s'était faite à soi-même, une étincelle qui un jour s'est mise à danser devant nos yeux et que nous nous acharnons à entretenir encore et encore. Et alors, c'est une sorte d'hymne à la jeunesse. Donc tu soulignes finalement, et il y a quelque chose, ça m'a frappé parce que tu n'utilises jamais le mot dans ton texte, alors que c'est une idée qui est quand même toujours sous-jacente avec cette idée d'art brut, c'est qu'il y a une forme de romantisme qui s'y déploie, et tu n'emploies jamais ce terme, mais en même temps, tu finis d'une façon extrêmement avec une envolée très romantique, et en même temps, tu soulignes cette vitalité, cette fougue qui se retrouve, parce que c'est le parallèle que tu fais avec des mouvements revendicatifs, d'avant-garde, etc. Et en même temps l'art brut. Et c'est pour ça que c'est curieux de penser aujourd'hui qu'il puisse être historiquement dépassé, c'est-à-dire qu'on ne puisse plus le penser comme on l'a pensé à l'époque, je l'entends, mais qu'on ne puisse plus le faire comme on l'a fait à l'époque. Ça, j'ai du mal à le concevoir parce que je rencontre beaucoup de créateurs qui relèvent, on va dire, de ce champ, donc on a décidé qu'ils relevaient de ce champ, et pour beaucoup d'entre eux, si le degré d'altérité à travers lequel ils opèrent est très grand, je ne pense pas que leur perception du monde de l'art et leurs références culturelles ait beaucoup évolué par rapport à ce qui a pu se produire dans les années 50. Malgré les masses médias et malgré l'omniprésence de l'image et des formes de représentation. Oui, alors absolument, je suis gêné, je suis tout élu que tu aies lu ce paragraphe effectivement très personnel d'une certaine manière du texte. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais ce que je voulais dire, c'est que je pense que l'art brut a joué ce rôle historique de montrer qu'il était encore possible de faire de l'art. D'une certaine manière, à un moment où c'était tellement difficile que certains ont arrêté. Et c'est pour ça qu'effectivement, je parle d'ailleurs juste avant ce paragraphe de l'international situationniste et de ce moment où de plus en plus, c'est quelque chose auquel, non pas auquel je réfléchis, mais auquel je me heurte de plus en plus, c'est-à-dire en 62, la rupture, enfin 61-62, la rupture au sein de l'international situationniste entre ceux qui pensent qu'il est encore possible de faire de l'art, comme Yorn, qui était quand même le grand compagnon de route de Debord et aussi le financeur de Debord, et par ailleurs quelqu'un qui a réfléchi beaucoup et qui a beaucoup travaillé sur cette question du folklore, etc., ce qui n'est pas du tout, je pense, qui faisait de la musique avec du buffet. Absolument, et donc il est assez central dans cette affaire, et Debord qui lui pense que c'est terminé et que les stations les plus connues de la société du spectacle, que je reprends dans le texte, à partir du moment où le vrai est un moment du faux, société spectaculaire marchande, et bien est-ce qu'on peut encore faire de l'art? Et manifestement d'ailleurs, je pense qu'on peut sincèrement se poser la question quand on voit ce qui est devenu tout un pan de l'art contemporain. En tout cas, on ne peut pas ne pas penser que Debord avait vu juste sur une certaine impossibilité de faire de l'art. Et donc je pense que c'est pas du tout un hasard si l'art brut, à un moment donné, joue ce rôle de résistance, ou en tout cas d'îlot comme ça un peu coupé de ces débats, mais qui montre une certaine permanence de l'art. Donc il faut reprendre le terme de permanence ou d'impermanence, mais enfin de cette force vitale de l'art qui finalement se noie dans l'art industriel, passe au second plan derrière peut-être d'autres considérations qui sont le développement du marché, de l'exposition, de la médiatisation de l'art, au détriment de la création d'une certaine manière. Et je réfléchissais encore à ça récemment parce que j'ai lu un très bon texte que je vous recommande de Jen McInerney dans son livre qui vient d'être traduit Bacchus et moi sur Ferran Adrià et El Bulli, le meilleur restaurant du monde, qui a fermé parce que Ferran Adrià considère qu'il ne peut plus aujourd'hui, pour lui faire de la cuisine, continuer à inventer, à faire de la recherche dans la cuisine, est incompatible avec le fait d'avoir un restaurant. Et un restaurant, finalement, c'est le marché, c'est l'exposition, enfin, c'est l'équivalent pour un artiste de ce que représente. Répondre à une demande Exactement, une dépense récurrente, etc., qui se fait au détriment même de la création. Et je trouve que c'est très intéressant parce que finalement, ça m'a fait penser en miroir que quelqu'un qui avait aussi très bien pressenti tout ça, c'était Marcel Duchamp, qui est un artiste qui finalement réussit à travailler toute sa vie sans se confronter au marché, enfin ce qu'on appellerait aujourd'hui le marché, et ce qui était déjà devenu le marché de son vivant, sans faire d'exposition,
puisque finalement il s'est mis en retrait, largement en retrait du monde de l'exposition. Et on voit bien dans la correspondance, par exemple avec Marie-Pierre Rocher qui a publié le Mamco il y a 2 ou 3 ans, que Décroché lui dit je t'ai trouvé une exposition, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Duchamp lui répond non, surtout pas, ça va être plus d'ennui qu'autre chose, etc. Donc, et même finalement sans qu'on sache qu'il continue à faire de l'art, parce que quasiment les 20 dernières années de sa vie, même ses amis les plus proches pensaient qu'il avait arrêté de faire de l'art. Donc, donc finalement il est dans une très proche de l'art brut, on pourrait dire, enfin en tout cas de certains paradigmes de l'art brut. Et enfin, il est déjà par Henri-Pierre Gauchet, qui est cofondateur de la compagnie de l'art brut. Donc, Michel. J'espère qu'on ne t'a pas prodigieusement Le piquiné pauvre avec Michel, le il faudrait lui dire des poèmes plutôt que de lui faire des analyses. Très intéressant. Oui. Tu t'en tires bien, là. Oui, je m'entends bien. Non, mais on apprend plein de choses, il faut toujours apprendre, tu sais. Moi, je voulais te dire aussi que je remerciais les gens aussi que j'ai connus, tout ça. Tu sais, quand j'ai commencé les poupées, je n'avais pas le langage pour exprimer ce que je faisais. Et moi, c'est grâce aux rencontres et aux questions qu'on m'a posées sur mon travail. Parce que les gens me disaient « Oh, mais tu parles !» Parce que normalement, les gens dans l'art brut ne parlent pas, ils sont tous autistes ou trisomiques, c'est vrai. Mais moi, j'ai dit « Mais grâce à l'autre, et grâce à l'autre, qui m'ont fait parler, qui m'ont posé des questions, j'ai pu un peu comprendre quelque chose. Je dis un peu. Hein. Il y a le secret, malgré qu'on a tous le même secret. Mais grâce aux autres qui m'ont posé plein de questions, qui m'ont demandé pourquoi je faisais ça, donc j'ai pu un peu, disons, et là quelqu'un, là, comment ça s'appelle, qui a écrit, là, qui a reçu le email, là, comment c'était, Desjardins. Oui. Bon, elle m'a fait parler, tu vois. C'est vrai, mon histoire, je me dis, mais je raconte toujours la même chose. Mais c'est vrai, je ne peux pas inventer une autre histoire, puisque c'est mon existence, tu vois. Donc je me suis dit, il faudrait que je raconte ça autrement. Mais non, mais je ne peux même pas, tu vois, parce que c'est comme ça, quoi. Donc... Peut-être que sans t'en rendre compte, tu ne racontes pas toujours exactement la même. Non, oui. Parce que ta perception de alors, ton donc, histoire justement, évolue. oui, donc justement, je retrouve des choses, je redéterre des choses dans ma mémoire. Comme la poupée là, du Guatemala, comme cette dame là, qui m'a fait une interview, Madame Desjardins, j'avais trouvé d'un seul coup quelque chose m'est revenu, tu vois, à l'esprit. Et alors sans arrêt, il y a quelque chose qui se dévoile comme ça, quelque chose qui se dévoile à chaque fois, quelque chose qui revient, et je trouve un lien, voilà, des correspondances, comme ces correspondances d'amitié et de rencontre. Oui, alors je voudrais rebondir parce que j'avais justement souligné une phrase de Castaneda dans son livre La Voix du guerrier. Et je voulais dire que le guerrier ici, c'est évidemment Michel, parce qu'il se bat contre plein de choses. Hein. Mais comme nous tous, on est tous des guerriers. Oui, bien sûr. Et voilà la phrase: effacer l'histoire personnelle. Notre personnalité sociale n'est qu'une histoire personnelle, elle nous rend vérifiables. Le meilleur moyen d'effacer cette histoire est de ne plus la raconter aux autres. Elle se renouvelle à chaque explication. Voilà la citation donc. Savoir que je suis Yaki ne fait pas ma propre histoire. Cela devient ma propre histoire dans l'instant où quelqu'un d'autre le sait. Petit à petit, ajoute-t-il, autour de moi et de ma vie, j'ai créé un brouillard. Personne ne connaît ma propre histoire, pas même moi. Celui qui a effacé son histoire personnelle n'a plus rien à voir avec la société. Il ne fonctionne plus comme l'un de ses rouages. Étant seul, il est tout. Comment savoir qui je suis alors que je suis tout cela ? Dit-il en désignant tous ceux qui l'entouraient. Et là, je pense que c'est pas Don Juan qui parle, c'est Michel Nedjad. Enfin, ça pourrait être lui. Alors c'est très drôle que tu lis que tu as ce bouquin, parce que quand j'étais au Mexique avec Théo Hernandez, il avait tous ses bouquins, quoi. Il lisait ça, donc on était en plein trip, comme on dit à l'époque, de Castaneda. Alors voilà, je ne sais pas, tu veux que les gens posent des questions Peut-être que déjà ce qui a été dit ici peut en faire réagir. Alors soit il y a des gens qui sont tombés de leur chaise en entendant certaines des affirmations des participants à cette table ronde, soit peut-être vous avez envie de poser des questions sur des choses qui ont été évoquées là. Donc on peut faire passer le micro s'il y a des gens qui veulent réagir. Ok, c'est toujours difficile pour le premier ou la première, mais personne ne nous remarque. Soit c'était parfait, soit c'est magnifique. Non, il faut des questions. Ça y est, il y en a une question. Ah, oui. Juste poser une petite question, alors ça c'est très joli, mais à quand la route au Salon Montrouge l'année prochaine, je suppose, on va surfer sur la vague. Alors, merci de me poser la question.
Justement, ça fait partie de mes réflexions, puisqu'il pourrait y avoir presque une antinomie entre le mode de sélection du salon, puisque les artistes doivent candidater d'eux-mêmes, envoyer un dossier pour exprimer le désir d'exposer au salon, et le salon. Mais c'est vrai que je dis souvent, cette année j'ai reçu 3100 dossiers pour le salon, pour exposer 70 artistes. L'intérêt d'avoir autant de dossiers, c'est justement d'avoir des dossiers un peu différents, qui émanent de gens à chaque fois. On arrive à élargir un petit peu le cercle. Donc cette année, par exemple, j'avais demandé à Christian Berst d'être dans le collège critique, et son rôle était aussi de stimuler un peu des candidatures et puis de repérer dans les dossiers. Mais moi, c'est vrai que je ne ferai pas cette catégorie. Je ne pourrais pas dire que j'expose des artistes bruts au Salon de Montrouge. D'ailleurs, peut-être que ça me fait d'exposer au Salon de Montrouge ou d'avoir candidaté. Même si souvent je demande aux artistes pourquoi ils ont candidaté, ils ne savent même plus eux-mêmes comment ils ont entendu parler du Salon. Donc c'est ça l'intérêt. Mais j'aimerais beaucoup qu'il y ait des choses. Mais je parlais tout à l'heure, je demandais pardon pour l'art contemporain, mais on pourrait le dire aussi pour l'art urbain, pour les arts numériques, pour plein de secteurs de la création qui sont très peu représentés en général dans les lieux d'art contemporain et que moi j'essaye, dans la mesure où je peux le faire, d'intégrer. Enfin, pour le coup, on peut être finalement assez content encore que l'art brut échappe à cette catégorie, que ce ne sont pas des bêtes à concours. Donc c'est plutôt pas mal, ni des poulets d'élevage non plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Bonsoir, c'est une question pour Michel. C'était un peu sur la part manquante de l'exposition, sur ces films. Qu'est-ce qu'il peut nous dire de son expérience cinématographique en Super 8? Merci. Oui, et puis en plus il y a Christian Lebras qui rappelle la belle époque du cinéma expérimental. Et alors voilà, donc moi j'ai fait des films donc expérimentaux grâce à une histoire amoureuse avec mon ami Théo Hernandez qui déjà faisait du cinéma avec sa petite caméra Super 8, même je crois au début avec du 8 mm. Puis il m'a dit un jour, il m'a tendu sa caméra, il m'a dit tiens fais ton film, fais quelque chose. Donc pour moi le cinéma c'était Hollywood et ça racontait des histoires. Et il y a eu cette belle rétrospective de films expérimentaux américains au Centre Georges Pompidou, tout à fait au début. Je ne sais pas si Christian, tu te souviens de la date? Tu veux dire l'histoire du cinéma? Oui, mais du cinéma américain. Oui, voilà. 76-77. Donc, juste avant l'ouverture du centre, les 3 premiers mois. Oui, alors, donc c'est là aussi que j'ai vu des films. Donc tout à fait, je rentrais du Mexique, quoi, puis je commence et donc Théo faisait Salomé, déjà rue de la Goutte d'Or, il faisait son long métrage, et moi je faisais mes poupées, on avait une toute petite chambre comme ça. Alors lui faisait son cinéma le soir, et moi je faisais mes poupées la journée sur le lit. Et donc voilà, j'ai fait donc, mon premier film, Le Gant de l'autre, hein. J'ai filmé mes amis en train de faire l'amour, et je participais avec eux, avec ma caméra, je ne savais même pas ce que je faisais, et puis bon voilà, c'était le résultat, c'était la matière. Et donc, il y a une chose très importante là aussi avec le cinéma expérimental. Quand j'étais avec le groupe des gens qui faisaient du cinéma expérimental, je ne parlais pas de mes poupées et mon travail plastique. C'était très rare, il fallait vraiment que je sois intime avec la personne du cinéma. Et quand j'étais dans le milieu des, disons, on peut dire de l'art, de plastique avec mes poupées, je ne disais pas que je faisais du cinéma. C'était deux langages complètement différents, pas pour moi, mais les autres ne pouvaient pas entendre. Ils ne pouvaient pas entendre et peut-être voir aussi ce que je faisais. Donc je ne mélangeais pas. C'est la première fois dans un catalogue où il y a des photos, donc je suis acteur dans les films de Théo Hernandez, merci Christian, et on voit aussi une vidéo, une petite image de Bouche d'œil Vaudou vidéo. C'est une des dernières vidéos que j'ai fait. Je ne fais plus de cinéma, maintenant je me concentre même que sur le dessin, le crayon et le papier. Et donc voilà, et maintenant c'est très étrange parce qu'on commence maintenant à me demander dans une exposition mes films, mais ça c'est tout nouveau. Donc l'époque a aussi, ou c'est moi qui ai changé, ou l'époque a changé, mais je peux montrer aussi mes films et mes poupées en même temps, et mon travail de plasticien, les dessins et les poupées. J'ai eu une très belle rétrospective à Cooking, et là il y avait mes films au milieu des poupées, et je trouvais que en fin de compte, il y avait quelque chose de similaire dans ce travail, et Déborah un jour me l'a dit, que tu retrouvais dans mon travail de cinéma, ce qu'on pouvait retrouver aussi dans mes poupées et tout ça. Et là, tu montes comme tu... non, je dis tu montes comme tu couds, et les rushs en fait, des différentes expériences expérimentales filmées, c'est comme des bouts collectés, comme ces tissus que tu ramasses au détour d'une rue. Mais il y a quelque chose... Pour moi, c'est
ça va énormément ensemble. Et je lisais tout à l'heure quand même avant de venir le texte justement de Dominique Noguet sur ton travail du cinéma expérimental. Et lui parle énormément de ton travail de plasticien pour expliquer ton cinéma. Et il dit que contrairement à Hernandez, ça n'est pas un film artistique, esthétique. Et il y a presque cette idée, il le dit pas, mais on a l'impression que voilà, c'est quelque chose de plus brut, mais vraiment avec une cohésion de l'un à l'autre. Alors voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Jean-Yves. Oui, non, mais je note effectivement que ça est probablement un des regrets qu'on puisse avoir dans cette exposition qui se voulait une petite rétrospective. Et petite, pas par l'ambition, mais par le fait qu'on était un peu limité par les murs. Donc j'aurais voulu pouvoir montrer le même nombre de pièces, mais avec un petit peu davantage d'espace. Donc l'idée d'y ajouter en plus un écran sur lequel défileraient en permanence des images, c'était peut-être beaucoup. Mais bon, certains pourront être consolés parce qu'ils retrouveront non pas l'esprit de tes films, mais de qui tu étais et de ta relation particulière avec Théo Hernandez à travers le film qu'on va projeter tout à l'heure. Donc ça dira un petit peu quelque chose à la fois de vos expérimentations et de la relation fusionnelle des parties qui vous unissaient. Bien sûr. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui. Bonsoir Michel, donc c'est une question concernant ces premières poupées mexicaines. Quel était leur rôle? Est-ce qu'il y avait un rôle magique comme ça? Alors je sais qu'en Bolivie, au Pérou, on offre des poupées à des femmes voilà, qui veulent avoir des enfants. Voilà, je voulais savoir quelle était leur fonction au Mexique. Écoute, si elles avaient une fonction, c'était de m'en sortir. Donc, c'était pas de me guérir, mais de m'en sortir, de faire quelque chose de mon existence. Quand je suis rentré à Paris et que j'avais vu déjà ces poupées, que j'ai eu ce flash de la poupée d'enfance, je me suis dit, il faut que je retrouve la poupée de l'enfance. Et donc, je faisais les poubelles du sentier pour ramasser des bouts de tissu, tout ça. Alors, la fonction, c'était l'émerveillement en même temps de faire quelque chose avec la poupée. Quoi. Et à l'époque, je me souviens au début, quand les certains, personnes de l'institution culturelle venaient me voir mes poupées, je n'osais pas dire que je faisais des poupées. Je disais que je faisais des sculptures, et ça passait très bien. Et après, je me suis dit, mais je suis complètement con de me mettre comme ça à quatre pattes devant eux. Je dis, je vais continuer à dire, je vais leur dire que c'est des poupées, parce que c'est vraiment la fonction, c'est vraiment une poupée. Donc c'était retrouver cette nostalgie de la poupée d'enfance, et donc si ça a une fonction, c'était voilà, me réenchanter en faisant ces poupées. C'est vrai qu'elles m'ont aidé aussi à me guérir, et qu'elles m'aident encore à m'émerveiller devant le monde, quoi, parce elles m'aident, si tu veux, comment je pourrais dire, à donner à mon existence un sens poétique à la vie, et voilà, je ne sais pas si je réponds à ta question. Je regarde dans les marchés ou dans les endroits où je peux trouver une poupée en chiffon, et puis faite comme ça, très, très artisanalement, puis cousue à la main. Hélas, il y en a de moins en moins, parce que le plastique a complètement envahi le monde, Made in China, il y en a partout. Et donc on faisait aussi des poupées, on faisait ces poupées-là pour les enfants, les petits-enfants, parce qu'ils sont tellement pauvres qu'ils ne peuvent même pas s'acheter une poupée. Mais maintenant, une poupée en plastique, ça coûte pas cher, et tous les gosses ont la poupée en plastique. Donc, je ne dis pas la Barbie, mais d'autres poupées, quoi. Et heureusement que moi, étant gosse, heureusement que la Barbie n'existait pas, ni le fiancé de Barbie, ni les militaires, ni tout ça, parce que j'ai fait ma poupée, je le dis dans un texte, j'étais fasciné par le monde de mes sœurs. Et les poupées, j'en voulais une, quoi. Mais bien sûr, dans les années 50, un petit garçon qui jouait à la poupée, c'est pas tellement bien vu. Donc je savais qu'il y avait un interdit, il y avait un tabou absolu. Mais le monde des filles me passionnait, et surtout leurs jouets, quoi, la dimette, les poupées, tout ça, je trouve ça génial. Et donc, un jour,
une de mes sœurs avait un gros baigneur en celluloïd, et c'est tombé, ça s'est cassé, le corps en 1000 morceaux, vraiment un corps en 1000 morceaux. Et j'ai ramassé la cuisse, la jambe, et je l'ai entouré d'un bout de tissu, parce que chez moi il y avait toujours du tissu, puisque mon père était ailleurs, dans la confection, il y avait toujours une machine à coudre et du tissu. Et donc, avec un bout de tissu, j'ai enroulé ce bout de tissu autour de la jambe du baigneur, et j'en ai fait ma poupée. Donc je transgressais, et personne ne voyait que dalle, mais c'était ma poupée. Et après, je prenais tout, puis je faisais mieux. Et j'ai compris que je pouvais, comme ça, tricher. Je trichais, mais en même temps, c'était ma poupée, c'était une création, en fin de compte. Ouais. Et en même temps, on retrouve déjà l'idée de la poupée qui répare. Oui. Que tu répares et qui répare. Oui, voilà, oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Et quelque chose de très étonnant, souvent je les enterrais. Pourquoi? Et après, avec du temps qui passait, des fois je ne la retrouvais pas, et des fois je la retrouvais et je la déterrais. Et je me souviens, j'étais émerveillé déjà de la pourriture du tissu, tout ce qu'il y avait, déjà de la destruction comme ça. Et ça déjà, donc quand je faisais ces poupées sombres, que je teignais et que je salissais, et tout ça, ça vient de là aussi. Alors une chose très bizarre, encore un truc pour rigoler, parce qu'on va un peu rigoler, quoi. Une fois, dans ma famille, il y a une naissance, bon, je vais jamais, mais cette fois-ci, j'ai dit je vais y aller, j'étais même avec mon neveu qui est en train de filmer la petite séance, avec Jérémy. J'ai dit Jérémy, t'y vas? Bon, si t'y vas, j'y vais. C'était une circoncision, je ne sais plus comment ça s'appelle. Alors j'ai dit, mais je me mettrais, bon, il y avait du monde, c'était assez important comme monde, puis je me mets à côté de la sortie, parce que je dis après je me tire, je ne vais même pas regarder, et puis Jérémy était à côté de moi, et puis je disais, Jérémy, qu'est-ce qu'ils sont en train de lui faire au bébé? Il dit, ben, tu vois, là, ils sont en train de le circoncire, ils le coupent, et je dis, il doit souffrir. Alors il me dit, maintenant, il lui donne du sucre, un peu d'alcool sur du sucre, et donc il y a toute la cérémonie, tout ça, il y a le père qui vient avec l'enfant, et puis, et d'un seul coup, Jérémy, elle a dit, ils vont lui mettre un pansement. C'est Franck. Ah oui, d'accord. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est un générique. C'est universel, c'est universel. Et Jérémy me dit, mais tu sais ce qu'ils sont en train de lui faire là? Il me dit non, ils sont en train de lui faire une poupée. Comment une poupée? Ben oui, ils lui mettent un pansement, tout ça. J'ai trouvé ça génial, j'ai dit une poupée? Alors du coup, je suis resté, je me suis assis, et il m'a expliqué tout ça, et le bébé était derrière, puis d'un seul coup, donc j'attendais, le mot poupée, j'ai dit le poupée, la circoncision, tout ça, et puis l'histoire n'est pas finie, encore une drôle d'histoire, il y a la mère qui arrive, la belle-mère qui arrive, et puis elle me dit, on va enterrer le prépuce dans le jardin, parce que chez les Juifs, on enterre le prépuce dans la terre. Et d'un seul coup, la vision que j'ai eue, le pressentiment et l'intuition, je dis, tiens, moi j'enterrais mes poupées quand j'étais petit dans mon jardin, et c'est vrai, comme on est 4 garçons, j'ai dit, il doit y avoir 4 prépuces dans le jardin. Donc le mien. Donc, mais tout ça est venu après, dans l'analyse, quoi. Et j'ai trouvé extraordinaire ce moment, presque comme une révélation. S'il y a des psychanalystes dans la salle, bon appétit. C'est en quelle année ça? Ça, c'était il n'y a pas très longtemps, ça fait 4 ans, 5 ans, non, 4 ans, 3 ans. Voilà. Alors je peux vous raconter encore une histoire de poupée, ce mot poupée. Donc les fermetures éclairs étaient pas, il y a dans les années 60-50 n'étaient pas tellement comme des fermetures éclairs qu'on fait maintenant. Et donc j'étais en vacances avec mes parents, il y avait mes oncles et mes tantes, toute la semaine à Nedjar, et les neveux et les nièces et les cousins, à Saint-Martin-de-Bréal. Et un jour, mon papa hurle, il hurle et me disait, je me suis coincé le zizi avec la fermeture éclair. Alors, ces grosses fermetures éclairs dévorantes et absorbantes, quoi, dangereuses, et en fer, et on l'entend crier comme ça dans la salle de bain, il se fait un pansement, il sort, et il nous montre, il dit, regardez, je me suis fait une poupée. Encore, le mot poupée était là, quoi, avec le sexe cette fois-ci. Toujours avec le sexe, quoi. C'est un aspect plus sexué, effectivement, mais ne pas penser. Oui, ben voilà aussi. C'est aussi pour les petits garçons. Oui, c'est aussi pour les petits garçons. Ouais. Donc, tu parlais de circoncision, des circoncis, des circonscrits. Ben voilà la chose. Bien. La prochaine victime. Quelqu'un
a envie d'ajouter quelque chose ou poser encore une question à Michel ou à l'un des intervenants? Ou est-ce que vous estimez qu'on a certainement pas fait le tour de la question, comme jamais? J'espère que non, j'espère que non. Ben oui. Et si c'est le cas, à ce moment-là, on va peut-être s'installer, descendre le projecteur et regarder le film de Théo. Alors voilà, Théo, donc c'est génial que ce film, il n'est pas très long, mais c'est génial, c'était dans mon atelier à Belleville, et j'avais demandé donc à Théo de me filmer, de filmer mon ambiance, et puis à un moment donné, je lui dis, bah, écoute, je vais faire une poupée, et donc il a filmé. Je suis très heureux, c'était en Super 8, je suis très heureux d'avoir ce morceau de vie et de temps, grâce à Théo, et ça, je suis vraiment très content de ce film, et je le trouve assez beau. Merci. Il est muet, hein, il n'y a pas de son. Donc, cette fois-ci, c'est toi qui vas être la victime, puisque tu vas aller t'installer au bureau, tu vas trôner. Je suis pas tout seul. Hein. Non, t'es pas, je sais pas, pour l'instant, tu es tout seul. C'est c'est la seule victime que j'ai sous la main. Stéphane n'est pas loin. On va demander, Benedetta, tu peux pas remettre les rossignols? J'ai vu des petits oiseaux là. T'achètes? Oui, c'est PA 5. Super. Ça, c'est pour Sophie. Il y avait la galerie à l'époque. Oui. Oui. C'est super expo. Hein. Ouais. Qui va en avoir marre. Super, merci Michel. Alors pour qui alors? Les deux. Alors Maë, c'est écrit comment? M-A-H-E. C'est pas beau les oiseaux. Voilà. Merci Jean-Yves. C'est dans mon histoire. Hein. Oh bah oui. C'était une expo? Ah oui. Oui, à notre âge, oui. Ils sont vivants toujours. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Michel, c'est écrit comment au féminin Avec deux L, mais c'est pas deux grave. L, d'accord. Si tu oublies un nom. Non. Je ne t'ennuierai pas. Ah oui, ça sent. Merci C'est Marie-Noël. adorable. Merci beaucoup. Alors déjà pour qui? Oui, Myriam. Les ailes. C'est ce que je voulais. Voilà. Ah oui, j'ai fait aussi. En même temps, ça va être un acte. Là, c'est avec ma soeur, mon petit frère et Michel. Il est arrivé quand? Il s'appelle comment déjà? Michael. Michael, oh, ok. C'est un cousin qui sort. Des couchards. Alors, tu l'as là en main, ne t'inquiète pas, hein. Tu peux tout lui dire. Ne sors pas, Michel, t'as pas fini.